Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs, chers amis, France-Amérique est très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour cette conférence sur le thème de quels nouvelles équilibres dans la relation États-Unis-Europe, vous qui êtes présents ici dans nos salons à Paris et tous ceux qui nous suivent actuellement sur Zoom. La crise de la Covid nous a obligés à suspendre pendant quelques mois nos conférences. Heureusement, depuis mi-septembre, France-Amérique a pu reprendre ses activités et le restaurant est à nouveau ouvert. Cette crise nous a obligés à repenser nos conférences et notre réunion de ce jour est la première selon un nouveau format à la fois en présentiel, dans nos salons et sur le net par l'intermédiaire de Zoom, ce qui nous permet de débattre avec des intervenants situés sur d'autres continents, mais aussi de toucher une assistance beaucoup plus large en France et à l'étranger. Cette conférence est donc enregistrée et sera mise ultérieurement sur le site de France-Amérique. Je voudrais remercier sincèrement nos intervenants qui ont accepté de débattre à France-Amérique, Madame la ministre Noëlle Lenoir, qui a été ministre des Affaires européennes, Monsieur Jeroen Delvaux, qui est directeur de l'Institute of European Studies à l'Université de Berkeley. Et ce dernier est actuellement à Berkeley et interviendra dans notre conférence, en visioconférence. Et je crois qu'il doit être 9 h à Berkeley, Monsieur De Wulf. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce dernier demeure du matin. Ce dernier est actuellement à Berkeley. Et alors, ce débat sera modéré par Jean-Claude Beaujour, qui est le vice-président de France-Amérique. La conférence de ce jour sera suivie prochainement par 2 autres conférences sur les élections américaines les 29 octobre et 5 novembre. Et nous avons aussi d'autres conférences qui sont prévues. Et je vous invite à aller sur le site de France-Amérique pour avoir le programme de nos conférences, en particulier au mois de novembre, une conférence sur l'Amazonie. Sachez que vous êtes toujours les bienvenus à France-Amérique. Mon cher Jean-Claude, je te laisse avec plaisir la parole pour introduire et animer notre conférence. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous. Je pense qu'en régie, on m'entend. Simplement, c'est bon, en régie, on m'entend. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais peut-être commencer en français et en anglais parce que nous avons des personnes qui sont depuis l'étranger qui nous regardent. Et évidemment, les intervenants pourront, à leur choix, parler soit en français, soit en anglais. Vous pourrez poser vos questions en français ou en anglais, et puis ils répondront à vos questions dans la langue de leur choix. I would like to welcome Mrs. Lenoir. Noëlle Lenoir was a French EU French Minister for European Affairs a few years ago, and she was previously judge at the Supreme Court, Conseil Constitutionnel. She's a practicing lawyer, and she's very involved in all European matters. Thank you very much for attending, for being in this panel. And I also would like to welcome Professor De Wulf. Professor De Wulf is from California. He is a professor at Berkeley University, and he's leading the European Center for European Studies at Berkeley University. I will probably mention that this is the biggest European center of a US university is to focus on Europe. And this is very interesting because usually when you are in California, you would suppose that you mainly look at the Pacific, China, Japan. And I know that Berkeley is very interesting. It's what's going on transatlantic route. So thank you, Professor De Wulf. The way we will move on will be around, I will ask one question, the same question to each panelist. And we will have 3 questions in French or in English. And you will answer for about 7 minutes. Probably I will start with Mrs. Lenoir. This morning, when I was watching the debate between the 2 vice candidates, and even in the first debate, I didn't really realize what was the US
perspective on European relation. Actually, Mrs. Harris maybe slightly mentioned that the US should be more involved in the transatlantic relationship, but she didn't say very much about that. What are, in your idea, what are the implications of the presidential election for the transatlantic relationship and for the US toward Europe? Thanks very much, Jean-Claude, for welcoming me. And thanks to Jean-Luc Fournier as well. I think it's a very appropriate place to discuss with our European and American friend, because Jeroen de Wulfs is both European and American. Two things. First of all, I'm speaking on my behalf, not on behalf of everybody else or any institutions, even though I'm French and born and still a very, very pro-European person. And second, I've chosen to speak English, even though my English is quite rusty. But for somebody who's French of my generation, it's okay. But I think it is easier to have this dialogue. So I apologize if it's not as precise and appropriate as a fully English speaking person. So to answer your question, I'm not neither Normand, that is to say, I would like to answer your question very straightforwardly, but in fact, it is much more nuanced. First of all, I think that never in American history we have seen, well, I was not born at the time of Lincoln, but I think that never in American history we have seen two candidates so much different. Their wording, except their generations, but their track record, their experience, their behavior, the way they speak, and especially what they say about Europe. This is totally different. And of course, because Mr. Trump likes to insult many people, but especially Europeans, because he names the Germans are delinquent. He said that Mr. Macron, when he takes something into account, it doesn't work. And then he spoke about the Europeans as foes. So I think that, of course, as a European, we are looking at this election with great attention and almost worries. But one has to recognize that what is not going to change is the vision of both the Europeans and the Americans of the world. First of all, the Europeans like soft power, which was the case of the Americans a long time ago. They like soft power because they have no military power, part of their fault. But they are multilateralists, they like negotiation, and they always try and find a diplomatic solution. Where the Americans, even if Mr. Trump has withdrawn some troops, for instance, from Afghanistan and partially from Syria, like Obama, as a matter of fact, he believes in strength and in military strength. So this vision of the world will not change. The second point is the priorities, the threats. The priorities are quite different. The Europeans, because now they have peace and because the EU was a great success with regard to economic integration and reconciliation, even the Polish with the German, it's not very good, but even them, they go along. And in a way, the Europeans are focused on social issues, how to build a space with not so much social gaps between the regions and between the people. And this is the philosophy of the recovery plan, which has just been launched. On the other hand, the notion of security threats is first priority for the Americans. So I think that this will not change
fundamentally. What will change? And this is why the Europeans, I don't know the polls, but I think that 90% of the Europeans, even if they think that Trump is, in his way, a good politician, if you can tell that a populist is a good politician, he's not a bad politician in that respect, even if you don't like him, which is my case, of course, not only as a woman, but as a human being. But on the other hand, it is true that Biden has said words, and he has announced in his program that he will discuss with the Europeans. He will discuss on climate change. I hope he will reduce the ambition of the Green Deal in Europe, because I think it's really something which will decrease the strength, the industrial strength of Europe. It's necessary. It's a worldwide duty to look at this challenge, but I think that he's ready to negotiate. He's ready to negotiate on a trade deal. He doesn't want trade war. And I think that the caricature, not only the banana war, but the Airbus versus Boeing war is really completely ridiculous and useless, because one year you have the Americans winning, the other year you have the Europeans. So he doesn't want trade war. He was quite okay with regard to Brexit. That is to say that he didn't say like Trump that Brexit was very good news. He said on the contrary that he's keen on seeing the UK respect the peace agreement in Ireland, and that there will not be, which is very strong, a trade deal with the UK and the US if they don't do it. And also, with regard to NATO, we know that the Americans want to remain the leaders of NATO, but he is aware of what has to be done, to be done. I think that there are a lot of ambiguities in the Biden's program, because of course, the program cannot be too detailed, because if you want to be elected, you have to be elected by people who don't think the same thing, all of them. But he really is more classical in a way, and he does want to go to war with Europe, as is announced, which not really is the case, but as is announced by Trump. Alors, c'était juste pour vous dire qu'il faut avoir le micro un tout petit peu, parler plus dans le micro, parce que sinon on a du mal à vous entendre en régie. Juste une précision avant de passer au professeur De Wulf. Vous semblez dire qu'il y a une grosse divergence entre M. Biden et M. Trump. Pour autant, j'ai le sentiment que la politique à l'égard de l'Europe a changé sous la présidence Bush. Elle a été maintenue par Barack Obama, et qu'en réalité, on assiste probablement plus brutalement, mais aussi à une sorte de continuité ou un détournement vers le Pacifique plutôt que vers l'Europe. Oui. If you have watched the debate between the two, between Mike Pence and Kamala Harris, the only issue with regard to foreign policy which was evoked is China. So this is the real security issue now for the US. It's not yet for the European. It should be, in my view, in my personal view, but it's not, because it's true that the Germans are exporting a lot in China. It's a big, big market. But I think that in that respect, because the views of the Europeans and the Americans are so much different for the time being with regard to the Chinese commercial relationship, I think that this could be fruitful for both if we discuss of this issue and have a common strategy, because we have to defend our interest. My wish is, as is said by a lot of European leaders, that Europe will accept nowadays to defend its interests. That is to say,
in a way, the Europeans are very keen on showing the world that they want to take care of the whole world. I think that we have to defend our interest, and I hope that the future president will understand that the Americans have no other allies than Europe, OK. which is the same for Europeans. Merci. Alors, je vais poser la même question. On va mettre le micro comme ça. Je vais poser la même question. Je vais me tourner vers la Californie et poser la même question au professeur De Wulf qui nous entend. Et parce que je sais qu'un certain nombre de gens ne parlent pas anglais, donc je vais aussi dire la question en français. Quels sont, à votre avis, professeur, les principaux axes de la politique américaine à l'égard de l'Europe dans le cadre de cette élection? Et en tout état de cause, quelles sont, à votre avis, les positions prises par les deux candidats? Parce que je dois vous avouer que je suis allé sur les sites de campagne des candidats. J'ai eu beaucoup de mal à déterminer la politique. Alors, il y a des choses sur la politique étrangère, mais par exemple, sur le site de M. Trump, la politique à l'égard de l'Europe est abordée autour de la question de NATO et plus des relations avec ce qui se passe dans les pays du Golfe. Donc, c'est vraiment une demi-ligne sur plusieurs pages de campagne. Professeur, c'est à vous. The floor is yours. Merci, thank you. Avant de continuer dans la langue anglaise, Jean-Claude, je voudrais faire une petite communication en français et je voudrais bien m'excuser de ne pas parler en français. Vraiment, je me sens beaucoup plus à l'aise parlant en anglais. Mais s'il y a des questions, vous pouvez sans doute poser vos questions en français. Merci pour votre compréhension. Merci beaucoup. So, thank you, Jean-Claude, for the invitation. It's an honor to be here at France Amérique. It's an honor to be at a panel with Noël Lenoir. And going to your question, I have to start, to be honest, I have to start by warning you. You asked me to speak also about the future. And I have to say, I'm not good at predictions. In the 2016 presidential elections, I thought it was impossible that Trump would win, and he ended up winning. During the Brexit campaign, I was convinced that the Remain group would win, and they ended up losing. So I have to be cautious about predictions. It seems clear now that only by miracle, Donald Trump will be able to win these elections. It seems very unlikely at this point that he will win. But again, with Trump, one never knows. But to go to your question, you asked me about the United States elections in connection to international politics, in connection to the transatlantic relationship. And let me say, for starters, perhaps, that we should all be aware that international politics play a minor role in these elections. The focus in the United States, it's clearly on domestic affairs. It's about how the corona pandemic was handled. It's about Black Lives Matter, racial injustice, police brutality, gang violence in the big cities, Chicago, Baltimore. And in addition, I think we should also be aware that foreign policy tends to be of little interest to the average American. If you watch the news here, even Fox, but even CNN. So you asked me to connect the current debate in the United States elections to international politics. And I would like to say, for starters, that we should all be aware that international politics, the transatlantic relations, play a minor role in these elections from the American perspective. The focus is clearly on domestic affairs. It's about how the corona pandemic was handled. It's about Black Lives Matter, racial injustice, police brutality, gang violence in the big cities, Chicago, Baltimore. And in addition, I think it's also important that we should not forget that foreign policy tends to be of little interest to the average American. Being a European, coming to the United States, you clearly, when you watch the news here, and not just Fox, but even CNN, you see how provincial, in a way, the news is. The focus is clearly on domestic affairs. And the example I always give to my friends in Europe is the New York Times, right? European intellectuals, I think, tend to overestimate
the impact of a newspaper like the New York Times on American society. The reality is that the circulation of this newspaper is limited to about 570,000 copies, which is roughly the same as Le Figaro in France. And of course, the online version then reaches a much broader audience, but still, I think it would be an illusion to think that what appears in the New York Times immediately becomes common knowledge of the average American. So the reality is that interest in foreign policy among the average American is low. If foreign policy comes up, it will primarily, in this case, in these elections, be the case of China, the trade war with China. Potentially Russia is mentioned in connection to the security threat. Perhaps Israel continues to be very important, of course, in American society. And perhaps Mexico, the whole immigration question. But Europe in all of this is clearly of secondary importance. And this does not mean, of course, that the transatlantic relations are unimportant, especially when it comes to trade, when it comes to jobs, but also in terms of defense and in broader terms, as Noël mentioned rightly so, the whole struggle for human rights, the concept of the free world. In that context, of course, transatlantic relations are crucial. But let me now come specifically then to your question. And I could give a very superficial answer, right? I could say that during the Trump presidency, the relations between the EU and the US have soured, that the importance and the future of NATO is being questioned as never before, that there's a looming trade war. So the general assumption, and I would say a justified assumption, is that a victory of Biden would be positive for Europe. It would be positive for transatlantic relations. I recall that Ursula von der Leyen, the current president of the EU Commission, she was here at my institute in Berkeley in 2016, at the beginning of the previous campaign. And one of our students asked her questions about the candidate, Donald Trump, at the time. And her reaction, I think, was symptomatic. Her first reaction was she started to laugh. And she said she couldn't imagine that such a man would ever be elected president of the United States. And I think this reaction is symptomatic still today, right? I think still today for the EU Commission, for anyone who's part, so to speak, of the moderate political spectrum in Western Europe, our reaction still today to Trump is either we laugh at him or we look at him with horror and we count the days for him to leave. However, and I'm glad you made this second intervention, Jean-Claude, if we dig a bit deeper, I think things become more complex. And perhaps later then in other questions, we can flesh this out a bit. But I would like, if possible, mention briefly three main points here. You mentioned in your question Europe, right? And that raises the question, how do we define Europe? Where does Europe begin? Where does Europe end? If Europe is tantamount to the EU Commission, to continental Western Europe, I have no doubt, right, that relations under Biden will improve. However, Europe is more than just the EU, right? The United Kingdom is also part of Europe, and here the question is more complex. As you know, Obama openly spoke out against Brexit, and this could mean that a free trade deal between the US and the UK under a Biden administration could perhaps be more complicated. Also, if you look at Eastern Europe, you look at Poland, Hungary, then we clearly see that the opinions about the Trump administration tend to differ from those in Paris and Berlin. And even in Western Europe, right? We have political movements on the far right who clearly would prefer Trump to Biden. I have no doubt that Madame Le Pen would prefer a victory of Donald Trump. Second point I would like to make, and I was pleased also to hear in your question the word trend. And I think you did so correctly, because if you look at transatlantic relations, ever since the end of the Cold War, there has been a gradual decline of interest in the United States. Also, during the Obama administration. The international focus in the United States, and I agree with you on that, Jean-Claude, has shifted clearly
towards Asia. And I have no doubt that the overall relationship EU Commission United States would improve under a Biden administration, but I also think it would be an illusion to think that Europe would once again be a priority in the new administration. I'm very much convinced that even under a Biden administration, the priority would still be Asia Pacific. And then lastly, you mentioned also NATO. And here I have to stress that the demand for European nations to spend 2% of the GDP on defense is not a new demand, right? Trump has phrased this demand more louder and in a more aggressive way, but it should be absolutely clear, I think, that Europe will have no other choice but to invest more in its own defense, even under a Biden administration. And we should all be aware that this challenge comes at a time that Europe, from a military perspective, is in a complex situation, right? We're surrounded by very aggressive neighbors. Russia, of course, but also Turkey. We have a looming conflict with Greece. There's a civil war going on in Libya, unrest in Ukraine and Belarus. So it should be clear that defense is a major topic of concern as well in the context of this discussion on transatlantic relations. Jean-Claude. Thank you, Professor. I will just mention, je vais juste préciser que en écoutant effectivement aussi bien la conférence Trump-Biden que ce matin, Madame Harris et Monsieur Pence, l'essentiel de la politique étrangère a porté sur la Chine pour la plupart. C'était essentiellement sur la Chine et c'est vrai que dans les campagnes précédentes, il était question du Mexique, il était question un peu d'Europe. Cette fois-ci, il n'a été question qu'exclusivement que de la Chine et du combat qui avait été mené par le président Trump face aux Chinois. J'ajoute qu'il a été très clair dans les deux interventions que les démocrates finalement ne seront pas très éloignés du rapport sur ce point-là, du rapport avec la Chine, entre les États-Unis et la Chine. Il y avait une forme de consensus pour dire qu'il fallait suivre, qu'il fallait avoir une politique extrêmement ferme vis-à-vis de la Chine. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait entendre, non pas du silence, mais une forme d'acquiescement, et c'était déjà vrai dans la campagne des primaires démocrates. Je voudrais poser une deuxième question à nos panélistes pour que tout le monde comprenne. C'est sur dans le cadre d'une victoire de l'une ou l'autre partie, quelle sera, d'après vous, la politique qui sera menée à l'égard de l'alliance de l'OTAN? Est-ce que, en réalité, l'un ou l'autre des candidats va avoir une politique complètement différente, va abandonner l'OTAN? On a entendu le président français a dit qu'il y avait une forme de mort cérébrale de l'OTAN. Les Américains s'en sont émus. Quelles sera, d'après vous, les politiques qui pourraient être menées à l'égard de l'OTAN? Comme vous voulez. Je pense que le dossier de l'OTAN est extrêmement important du point de vue de la recherche d'une identité européenne et pas seulement transatlantique, et pour les Américains. Moi, je ne crois absolument pas que les Américains vont se désintéresser de l'OTAN. Je pense qu'il y a eu de la provocation de la part de Trump quand il a dit que c'était obsolète. Il y a eu un peu de provocation aussi de la part du président Macron, parce que c'est vrai qu'il a été face à une crise entre la Grèce et la Turquie, et il n'a eu pratiquement aucun soutien des membres de l'OTAN, alors qu'il s'agissait d'une corvette française qui était en mission de l'OTAN, et que les Turcs ont refusé de voir inspecter leurs navires. Ils ont prétendu qu'ils n'apportaient pas des armes à la Libye, mais des médicaments, et surtout, ils n'ont pas voulu d'inspection. Et il y a 8 États sur les 30 membres de l'OTAN qui ont soutenu la France. Donc, je pense qu'il y a une crise dans l'OTAN qui est profonde, qui est, à mon avis, plus profonde que la crise au sein de l'Union européenne, puisqu'on a soldé le problème britannique.
Et moi, je suis assez favorable à l'évolution vers le Brexit, bien que je n'aurais pas voté Brexit si j'avais été britannique, mais je pense que là, il y a une vraie fenêtre d'opportunité pour que les Européens, non seulement accordent à leur défense et à leur propre sécurité les ressources nécessaires, et on pense aux Allemands à cet égard, mais il faut aussi savoir que l'histoire est lente à se décanter. Et moi, j'ai des amis allemands qui me disent, mais rentrer dans l'armée en Allemagne, c'est vraiment le dernier des derniers. Les militaires ne sont pas du tout respectés en Allemagne. Ce n'est pas quelque chose qui est très bien vu. Les Allemands considèrent que la défense européenne, c'est l'OTAN, point barre. Quand j'ai rencontré M. Václav Havel et d'autres chefs d'État ou de gouvernement des pays rentrants lorsque j'étais au gouvernement, ils ont dit très clairement, pour nous, l'OTAN, c'est number one, l'Union européenne, c'est number two. L'OTAN, c'est notre sécurité, et on sait très bien qu'il y a des guerres permanentes aux frontières de l'Europe, et l'Union européenne, pour eux, ça n'est pas, ou ça n'était pas en tout cas à l'époque, un projet politique, mais un projet de redistribution économique qui prenait le relais, en quelque sorte, des Américains. Donc moi, je pense que l'OTAN est au cœur de la reconstruction de l'Europe, et aussi, on a parlé d'autonomie stratégique européenne. Je pense que la crise actuelle avec la Turquie, avec quand même les Américains dont on n'est pas sûr, comme on le voit avec leur attitude vis-à-vis de Hong Kong, il n'y a que le Taïwan où on pense qu'ils pourraient intervenir, mais qu'il s'agisse du Moyen-Orient, qu'il s'agisse de Hong Kong, qu'il s'agisse de l'Europe, ils ne sont pas du tout prêts à intervenir, ce que je comprends parfaitement et ce que je respecte. J'espère que le wake-up call, ce ne sera pas M. Trump, mais ce sera l'Europe elle-même. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être en mesure d'assurer notre sécurité. Alors, est-ce que c'est via l'OTAN ? Je crains que non, compte tenu de l'optique des Américains, et je crains que non, compte tenu de la crise profonde que l'attitude de la Turquie provoque au sein de l'OTAN. Et donc, je souhaite que, en lien avec l'OTAN, on aille quand même vers une défense européenne. Il y a déjà des mouvements, puisque M. Trump a traité les Allemands de délinquants, donc ça ne leur a pas fait extrêmement plaisir. Et il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été passés pour créer un fonds de financement de programmes militaires, puisqu'il est insoutenable d'avoir 27 commanditaires d'armes qui sont plus ou moins interopérables. Donc ça, c'était un bon mouvement. Malheureusement, de 13 millions, les ressources du fonds sont passées à 7 via le plan de relance qui a été dédié plutôt à des missions environnementales et sociales. Mais il y a quand même des opérations qui se font en accord avec l'OTAN de l'Union européenne, l'opération Barkhane, qui est d'ailleurs appuyée un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais toujours par les Américains. Donc moi, ce que je pense, c'est que la crise de l'OTAN devrait être un wake-up call aussi puissant que doit l'être et que l'est, en quelque sorte, le Brexit, parce qu'il faut voir qu'en dépit des divergences profondes entre États européens qui sont hérités de l'histoire de leur identité et de leur population, en quelque sorte, et de leur mémoire collective, en dépit de ces profondes divergences, le Brexit a quand même été le meilleur ciment. Et j'espère que les perturbations qui sont très inquiétante aujourd'hui au sein de l'OTAN, et je pense en particulier à la Turquie et à la position extrêmement ambiguë des Américains vis-à-vis des Turcs, j'espère que ça va être aussi un wake-up call pour que les Européens se prennent enfin en charge eux-mêmes. Et quid de la question financière? Parce que le gros sujet, c'est qui finance quoi en Europe, et on a le sentiment que… Non, mais il y a une règle en 2006 qui s'appelle le 2%. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on consacre. D'ailleurs, la France, je crois que c'est 1,9 ou 2%. Donc, nous, on y est. Donc, les Allemands, ils ont certainement les moyens de le faire. Je pense qu'il y a un problème aussi de psychologie et de souvenirs historiques qui paraissent lointains, mais qui ne sont pas si lointains que ça néanmoins. Je pense que les Allemands vont faire le pas. Il y a des plus petits pays. Les Polonais y sont. Les Grecs y sont. Les Suédois y sont. Je pense que le 2%,
ne devrait pas être un problème fondamental, surtout quand on sait qu'on a laissé filer la dette européenne jusqu'en 2058, puisque c'est en 2058 qu'on va rembourser les prêts ou les aides quand ce ne sont pas des aides à fonds perdus. Donc, on est dans un paradigme budgétaire qui est complètement différent. En dehors de ça, moi, je souhaite qu'il y ait, ce qui est déjà le cas, des forces proprement européennes et qu'on aille vers une armée européenne, une armée de métier, et aussi qu'on renforce nos capacités de renseignement. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe repose à 80% sur le renseignement américain. Alors, je pense que cette alliance, elle est fondamentale, mais je crois que aussi, je veux dire, le monde est ce qu'il est, et il y a suffisamment de désordre et de chaos proches dans des régions peut-être un peu micro, mais assez proches de l'Europe. Je pense que là aussi, en lien avec les Américains, qui sont nos alliés, il n'y a aucun doute là-dessus, on partage l'histoire, les valeurs, le régime politique, quoi qu'on pense. Mais je pense que la situation très grave de l'OTAN actuellement devrait nous inciter à nous prendre en charge financièrement et stratégiquement beaucoup plus qu'on ne le fait, pas contre les Américains, mais avec eux. Professor, what would be and should be potentially could be a second Trump administration policy toward NATO, in your view? Well, thank you, Jean-Claude, for bringing up the topic of defense. I agree with you that it's a topic of crucial importance in the transatlantic relations. Let me just double check at this point. Can you all hear me? Is it? Yeah, it's perfect. Very good, very good. And I agree with Noel. We can clearly speak of a crisis when it comes to NATO. I don't see a risk of NATO ending. I don't think so. I agree with Noel that NATO is still clearly also in the interest of the United States. When you look at Europe and you look at Europe and its border regions, there's so many crises going on. Ukraine, Belarus, Armenia now, Turkey, you know, that also from an American perspective, NATO will continue to be an important alliance. But there clearly is a crisis. The general opinion, I would say, here in the United States, when it comes to NATO, is no doubt that Europe should step up its own efforts and that Europe should pay much more for its own defense. Yeah? And that's not just the opinion of Donald Trump, that's also the opinion of Democratic politicians. So even if Biden were to win the elections, there will be increasing pressure on Europe to handle its own affairs. And that brings up, and I think Noel made this intervention for a good reason. It brings up the question of a European army, European armed forces. We all know that some very small steps have been taken in the past years, but the reality is that this is a very, very weak military force, especially considering the challenges that Europe at its borders it's facing. And there is, of course, a number of complications here. And Noel mentioned the case of Brexit, and I must say I'm a bit more pessimistic here than she is. I think the reality is that without British forces, without British military forces, the idea of a European army, it becomes considerably weaker. Yeah? It would mean that other European nations, especially Germany, would have to step up its support for a defense structure. And I don't see this happening easily, as Noel mentioned. The problem in Germany is not primarily spending. It's not about money. The big challenge that Germany is facing is how do you convince young people to join the military forces? There is a tremendous difference with the United States. Being a European living now in the United States, it's amazing for me to see that even at my university, UC Berkeley, with the reputation of being a very liberal leftist university, regularly I have very bright young
students who come to me and say with pride, you know, when I graduate from UC Berkeley, my ambition is to join the US Army because I want to make this world a better place. Yeah, that's something, it's something you would never hear in a German context. So it's clearly, I think, also a problem of mindset, of the importance and of the role of military forces. One should also, of course, bring up the topic of our Eastern European members of the European Union. It's very clear to politicians in Eastern Europe that they depend on US military support to protect their sovereignty. It's very clear to me that politicians in Eastern Europe will block any initiative to build a European army that could be perceived in the US as a kind of anti-American measure. So if needed, I think Eastern European nations would rather make deals with the Trump administration than upset Trump by making a deal with the other European member states that would be perceived in the United States as hostile. I do want to mention also the case of France, though, because France, ever since Brexit, the idea of a European army with the German military forces being so weak, France is clearly seen here as the nation that then is supposed to take the lead. We have seen also President Macron pushing this idea of a French, of a European military force, but I do see also a challenge. And the challenge I would like to mention here is that it is my impression that France keeps insisting on keeping control over its own nuclear weapons, right? The force de dissuasion. And here my opinion is that as long as France remains reluctant to share control over its nuclear weapons with its European allies, I doubt that the building of a European army will be complicated. Yeah? My concern is that this any such initiative by Macron, without also including this sharing of control over the French nuclear weapons, will be perceived by the European allies as being asked to help France to act again as la grande nation at the expense of others, right? So I think France itself will have to consider making concessions here. If it truly wants to take the lead and if it wants to be successful in building a European army. Jean-Claude, back to you. Okay, Mrs. Lenoir has the... Jiren, it's not that I'm optimistic. I share your views, since the vision of what's called Atlanticist is very different from Eastern Europe and to what it is in Western Europe. But though, first of all, you have, and it has been built this year, a structured cooperation alliance of 25 countries inside the EU to try and build common habits with troops. And this is very new, so it's not an army, first thing. Second thing, the issue is not only Western countries, it is also the US. I remember very well, I was at the Le Touquet, which is a French sea resort where Macron lives. It's Normandy. In Normandy, in 2003, where there was between Chirac and Tony Blair an agreement, so to build in common military equipment, aircraft carriers. But then it failed because the Americans, Mr. Bush, he called Tony Blair and he said, no question, you don't do that. We don't want you to have community of programs of military equipment. You have the Americans, you have the French, you choose, but you cannot join your forces in that respect. So I think that it's not only that the Eastern countries don't rely on military forces in Europe because there is no, and it is true that the only military forces are first in the UK and second in France.
But as you have seen beforehand, this alliance between the British and the French with les nations cadres, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire les seules nations qui sont capables de prendre le commandement d'opérations européennes. C'est des nations cadres, ou au sein de l'OTAN, ou en dehors de l'OTAN. C'est sur le plan de la coopération. Il y a eu beaucoup de traités, il y a eu le traité de Saint-Malo, il y a eu beaucoup de traités franco-british, coopération. C'est jamais des projets intégrés. Le seul projet intégré d'équipement, les Américains n'en ont pas voulu. Donc moi, ce que je vois aujourd'hui, you have a lot of Eastern countries, par exemple, les pays baltes, ils ont repris la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. Les Suédois, le service militaire obligatoire. Moi, j'étais contre en 96 qu'on supprime le service militaire parce que je ne l'ai pas fait, mais parce que je pense qu'il faut quand même qu'il y ait un certain ciment national et que c'est le seul réel qu'on ait. Moi, je vois qu'en Europe, même les pays de l'Est, ils vont retrouver la conscription, c'est-à-dire le service militaire. Et si on dit armée européenne, it seems to be a rival of NATO. And this doesn't work because we need for our security the US, where the US doesn't need us for its security, which is its priority. Donc ça, il y a une inégalité. Mais je pense qu'on va quand même vers beaucoup plus de cohésion dans le domaine militaire si on n'est pas trop provocateur, si on fait les choses sans les nommer de manière trop expresse. Jaron, how do you react to that? I completely agree. I completely agree. And I think that the building of a European defense force, ideally, should be in cooperation, in dialogue with the United States. I think this is the only way it will ultimately work. And for sure, this will be much easier under a Biden administration than under a Trump administration. It also means, of course, that the EU should should include from the very beginning in that conversation the United Kingdom. That any European defense force that excludes the United Kingdom, I think, would be a mistake. But indeed, I think perhaps the most crucial element in the whole debate on the future of transatlantic relations in stake at this point is indeed the building of a defense force for Europe. And as Noel said, and rightly so, to do that kind of in a hostile way, if that would be perceived as such in the United States, I don't think it would work. But indeed, if Europe can find a way to present this as something that also is in the interest of the United States, could be moved forward in dialogue and cooperation, then I think that this would long-term be a very positive step also for the Europeans. And let's hope that with a new administration, concrete first steps will be able to be taken. Thank you. Merci. I will take my third question to you, Jaron, and start by you. Let's say, for example, we just talked about the Trump administration policy toward NATO, whether the current policy or next administration. Let's say, for example, Biden is elected and you are called as a ambassador or foreign minister for the US. What would be, in that extent, what would be the way you would reshape the relationship between the US and Europe? What would be the content of your policy? Admettons que vous soyez nommé ministre des Affaires étrangères ou ambassadeur, quels seraient les grands axes de la nouvelle politique entre les États-Unis et l'Europe? Quels sont les conseils que vous donneriez au président élu? What advice you would give the new president-elect? Yeah, very interesting question, Jean-Claude.
my opinion clearly is that after the elections, also in a Biden administration, the focus will be on domestic matters, right? Europe will be important to Biden for as long as it is also in his interest domestically. And Biden clearly will want to present himself as the anti-Trump, right? I clearly foresee that there will be an attempt to reestablish warm relations with Germany, with Western Europe in general. I think Biden has the potential to win also the hearts and minds of people in Eastern Europe, because what they share, of course, is concern about Russia. So here I can clearly see common ground. Perhaps more challenging will be the situation for the United Kingdom. Establishing a free trade deal between the United States and the UK may potentially be more complicated to achieve under a Biden administration. But you asked me about advice, right, on who I would pick. Two things come to mind, Jean-Claude. Two things come to mind. First thing that comes to mind is the topic of diversity. This was clearly stressed when Kamala Harris was chosen as candidate for vice president. The topic of diversity will become clearly a priority matter in the new administration. So one recommendation I would have for my European friends is that if Biden were to be successful, I would not select a white man as my representative to the United States. I would select a female candidate, ideally a female candidate with a minority background. Because if you want to win the sympathies of the Biden administration, I think we have to take this topic of diversity very seriously, because it clearly will become a priority. That's one thing that comes to mind. The second recommendation I would have is that, having lived now for 15 years in California, I continue to see that European politicians in the context of the transatlantic relations still tend to focus almost exclusively on Washington, D.C. And I think that is a mistake. I think it would be wise for European diplomatic forces to also focus more on individual states in this country. And I'm thinking here in particular on the state of California. We have come to notice that the EU as a political concept is extremely popular. I don't hesitate in saying that the European Union as a concept is more popular in California than it is perhaps in Europe itself. And when I then see, Jean-Claude, that there is no EU official representation on the entire West Coast, yeah, I find that mind-boggling. So that's clearly a recommendation I would have. Stop focusing exclusively on Washington, D.C., but also try to make deals with individual governors, focus strategically on specific states such as California. I think there's a lot for Europe to be achieved here. Alors moi, j'essaierai de réfléchir au niveau européen plutôt qu'au niveau français, mais déjà ça marche? Oui, ça va. Non. Vous m'entendez? C'est pas rouge. À l'identification des menaces. Et je pense qu'il y a déjà des échanges, mais moi je serais assez favorable à une agence transatlantique sur les menaces des cyberattaques. Je trouve que ce serait intéressant d'essayer, ce serait une première, puisqu'on a à peu près les mêmes ennemis.
de bâtir quelque chose avec une antenne aux États-Unis, une antenne en Europe, autour de la lutte contre les cyberattaques de toutes sortes et les moyens technologiques d'y faire face. Donc ça, je trouve qu'il faudrait créer une structure commune, puisque la seule et unique structure commune qu'on a en dehors de France-Amérique, c'est l'OTAN. Et je trouve que ce serait intéressant de faire une alliance du renseignement sur les cyberattaques, un peu sur le modèle de l'OTAN, peut-être pas uniquement avec un commandement américain. Donc, avec des militaires, avec des civils, avec des technologues, qui serait à la fois une agence de recherche et de technologie et une agence d'intelligence économique ou de contre-espionnage. Donc, je proposerai ça. Après, moi, je pense que parmi les menaces, bon, évidemment, ce ne sera peut-être pas partagé dans cette salle, il y a quand même le terrorisme islamique. Avec cette particularité, c'est que ce n'est pas un ennemi extérieur. Alors, je sais que vous êtes tous voilés, donc vous êtes convertis à l'islam ici dans cette salle. Mais néanmoins, pour moi, pour une femme, en tous les cas de ma génération, pour moi, je suis extrêmement inquiète pour les générations futures. Je pense qu'on est à un tournant et que ce qu'on a laissé faire depuis 30 ans, on va le payer. Et ça n'est pas une question d'extrême droite ou d'extrême gauche, mais je pense qu'on va le payer parce qu'il y a une véritable concurrence entre des valeurs qui ne sont pas partagées par tous, notamment en France, et les valeurs sur lesquelles on a bâti la démocratie et ce qu'on appelle en France la République. Donc je pense que sur ce sujet, les Américains et les Européens, et notamment les Français, ont une vision très différente, mais je pense qu'il faudrait créer des échanges. Alors les Américains sont communautaristes, nous on l'est de plus en plus, mais on prétend ne pas l'être du tout, avoir un modèle de laïcité qui fait du citoyen un être un peu abstrait et de reléguer dans la vie privée tout ce qui concerne les origines familiales, géographiques, la religion, etc. Ce sont deux modèles opposés, mais on est confronté au même sujet. Et je crois qu'en termes, les Américains sont très forts, Voice of America, etc., pour diffuser leur culture dans le monde, qui est quand même le modèle. Vous allez à Moscou, vous avez l'impression d'entendre du rock, du rap américain ou européen. Donc il y a quand même une diffusion de la culture qui s'est faite, et je crois que là, il y a une véritable réflexion. Il ne s'agit pas de nier l'autre, mais je pense qu'il y a un conflit de valeurs qui, quand je vois le président de la République dire qu'on va apprendre l'arabe dans les lycées, je pense qu'il le fait parce qu'il veut que ça se fasse plutôt dans les lycées qu'à l'extérieur, mais je pense que c'est une illusion totale. Et je crois qu'à cet égard, il faut regarder en face. Il y a des valeurs qui ne sont pas compatibles avec les nôtres. Et ce problème doit être traité avec d'autres continents qui ont une vision différente de la nôtre. Et je trouve que c'est très important. Et la troisième chose, c'est que je pense qu'il faut mêler le trade deal et le green deal, parce qu'en France, notamment, on oppose le bien commun, c'est-à-dire le green deal, aux intérêts privés et économiques qui sont le trade deal. Et pour moi, c'est la même chose. C'est une conversion des modes de production, mais qui doivent toujours tenir compte de l'impératif qui est de répartir les richesses, mais de les produire également, parce que pour les répartir, il faut les produire. Donc je pense que sur ces trois sujets, il y a moyen de faire quelque chose, de construire quelque chose, mais je serais pour une agence contre les cyberattaques qui serait une agence transatlantique. Donc j'assurais la présidente en alternance. Merci. Ce qu'on va faire, on va prendre tout de suite, on va prendre des questions. This is a Q&A session. Est-ce que, donc ce que je vais vous demander, c'est de prendre, parce que je ne peux pas vous tendre le micro, il y a un micro. Merci pour votre présentation, c'était très intéressant. Il y a une chose qui, moi, personnellement, m'a frappé. Peut-être je suis beaucoup plus jeune, mais c'est le sentiment d'urgence qui transparaissait, notamment dans votre discours à vous. Vous parliez de conflit, puis on sentait quasiment qu'il s'agit d'un conflit physique, tangible, d'une véritable guerre. Et j'ai un peu de misère à voir, peut-être suis-je naïf. D'une part, quels seraient les véritables dangers auxquels fait face l'Europe au niveau d'une guerre conventionnelle?
Et d'autre part, je me demandais qu'est-ce que vous identifieriez comme étant le grand ennemi ou la véritable menace à laquelle ferait face l'Europe et les États-Unis conjointement. Yes, I'll rephrase it in English. So I felt a real sense of urgency coming from Mrs. Noel's intervention. And this is this sense of, military realist danger facing Europe is something that is, to my mind, absolutely not shared by my generation. We feel that there are some threats, climate change or, identity politics, but we don't feel that there's a real military threat to Europe or perhaps more to the US, but not really to Europe. And I was really struck by how urgent it seemed when you spoke of it. D'abord, il y a deux dangers du point de vue de la sécurité. D'abord, depuis la guerre des Balkans, il n'y a pas eu une année où il n'y a pas eu un conflit. On a quand même vu récemment un pays, même si l'histoire lui dicte de revendiquer la Crimée, qui a envahi de façon durable un pays étranger, sans qu'on soit capable de rien faire, avec ce dit pays qui a quand même fait exploser un avion néerlandais, soi-disant sans l'avoir voulu, ce qui est possible, sans qu'on puisse rien faire. Vous avez eu quand même l'amputation de la Géorgie. Vous avez maintenant ce conflit dit gelé entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Alors certes, on ne vous demande pas de partir pour l'armée, c'est ce qui était dit tout à l'heure, mais un jour, on vous demandera de partir. Un jour, on demandera aux jeunes, comme c'est le cas avec la conscription dans certains pays, de repartir. Et moi, mes ancêtres, dont beaucoup sont morts pendant ces guerres, pour diverses raisons, ils partaient à l'armée 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ils ne revenaient pas quelquefois. Et je pense que si les Européens, si les jeunes Européens ne sont pas sensibilisés à ça, je ne veux pas du tout, on est quand même un continent qui est miraculeusement sorti d'une situation conflictuelle qui a perduré pendant des siècles et des siècles. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de guerres par procuration, mais ces guerres par procuration, elles deviennent quand même très nombreuses. Et d'ailleurs, les Américains, qui eux sont disons, aux avant-postes dans ces guerres par procuration, ils se sont arrangés, c'est la stratégie de riposte américaine, je parle sous le contrôle de mon interlocuteur, c'est qu'ils ont voulu que leur armée soit capable d'intervenir en même temps sur 2 terrains d'opération, 2 théâtres d'opération militaire. Mais nous, premièrement, comme on l'a dit au début de nos interventions, les Américains ne sont pas là uniquement pour protéger des Européens complètement infantilisés, qui le sont en matière militaire, malgré certaines opérations qui sont pratiquement aujourd'hui uniquement des opérations françaises. Barkhane, ça fait quand même près de 50 soldats tués, c'est beaucoup, depuis moins de 10 ans, c'est beaucoup. Et je pense que votre génération, je ne le souhaite pas, mais votre génération aura à prendre en compte, pas seulement les petits oiseaux, mais aussi sa propre sécurité. Il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a une éducation à la sécurité en interne. Il y a quand même, alors on me dit le terrorisme, ça fait moins de morts que le Covid, ça c'est vrai. Enfin, c'est comme on disait, la terreur, il y a quelques types qui sont guillotinés, c'est pas beaucoup par rapport à la grippe espagnole, c'est vrai, mais ça a une autre symbolique. Et là aussi, vous devrez contribuer à la sécurité. Et moi, ce que je souhaite, c'est que les jeunes soient de plus en plus sensibilisés à l'attention qu'ils doivent porter à leur propre sécurité, mais aussi à la sécurité des autres. C'est-à-dire ne plus accepter les incivilités, ne plus accepter la violence, qui sont le début d'une violence beaucoup plus systémique, beaucoup plus générale. Ne pas accepter certains hate speech, ce n'est pas uniquement une plaisanterie sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on a, comme jamais je ne l'ai vécu dans mon existence, puisque je suis née à une période, l'année du plan Marshall, à une période qui était une période de reconstruction, donc ma génération a eu beaucoup de chance, mais votre génération doit intégrer l'idée que vous serez malheureusement, et vous devez, c'est une responsabilité, être comptable
de la protection de l'ensemble de la société française et donc européenne. Et je crois que ça, cette prise de conscience, elle est urgente, notamment dans votre génération. Avant de prendre une autre question, attendez, il y a deux questions. On va peut-être demander à professeur Devol de réagir, puisqu'on sait en plus qu'en Californie, il y a une position assez sensible sur ces sujets. Il y a une culture assez sensible sur les questions de défense, de la jeunesse, le rapport jeunesse-défense, c'est aussi un sujet. Yes, thank you for allowing me to also briefly react to the question, which was an important question, I think, right? So we, the young generation, we're concerned about climate change. Should we also be concerned about concrete military threats? And you know, what came to my mind, Jean-Claude, was an experience I had only a couple of years after I had come to Europe and arrived in the United States. And when I was invited at a celebration where war veterans were to be honored. And before I arrived at that celebration, my expectation was, being a European, that I would go to some type of event where I would be surrounded by elderly people, you know, people in their 80s who still had, you know, been fighting in the Second World War, kind of the mindset you have as a European. And the shocking reality for me was that I arrived at a place where I was surrounded by, you know, young people, people of my age, you know, who had lost a leg, who had lost an arm in combat, right? And that also made me think about, you know, the luxury position in which we in Western Europe have been living in the past decades. And when you come to live in a country like the United States, you clearly, society forces you to rethink that and to take military defense very, very seriously. I also think that if this program would not have been in Paris, but it would have been in the Baltic countries, I don't think this type of question from a young person would have come up. I think that the awareness that there is a threat, that there is a risk, is much greater in other parts of Europe, especially in countries like the Baltic countries. But also when I look at only recently, a recent conflict, Armenia, Azerbaijan, right? And I see how actively Turkey is involved in this conflict. I'm very worried about the growing tensions between Greece and Turkey and what this may lead to. So I do believe that there's a very concrete risk here, and that Europe should be prepared for it. We have, thank you, Joren. We have two questions here. We will take the two questions and the panelists will answer. Merci. Voilà. Donc, je me permets de rebondir sur ce qui s'est dit et de rebondir sur ce que le jeune homme a dit. Effectivement, il me semble que c'est une bonne question. Identifier quel serait l'ennemi dans une guerre conventionnelle. Parce qu'effectivement, à utiliser peut-être un logiciel un peu daté de la guerre froide et à pointer la Russie, on pourrait, comment dirais-je, perdre de vue le véritable ennemi que vous avez nommé, l'islamisme politique. Et effectivement, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et donc l'idée d'une guerre conventionnelle avec les Russes, qui sont quand même, d'un point de vue civilisation, enfin, on sait très bien qu'ils sont eurasiatiques et qu'à force de de se détourner d'eux, eux-mêmes se tournent vers leur partie, vers l'Asie. Donc peut-être serait-il judicieux de cesser. Enfin, il me semble que M. Macron lui-même a identifié au sein du Deep State et au sein effectivement du Quai d'Orsay ses convictions sur la Russie qui serait notre ennemi. Et M. Macron lui-même, me semble-t-il, a essayé de surmonter ses convictions pour se tourner vers quand même la Russie est notre allié. Enfin, culturellement, nous avons
Et vous avez nommé un ennemi potentiel beaucoup plus visible qui serait la Turquie, beaucoup plus offensif. Et au niveau des valeurs, beaucoup plus distant de nous, manifestement. Donc, je pense que la question de monsieur, quel serait cet ennemi conventionnel, je pense qu'il faudrait en exclure la Russie, enfin, il me semble. Je relance le débat. Merci de votre intervention, Madame la Ministre. En fait, il y a une affirmation de votre part qui m'a interpellé, et c'est concernant le renseignement européen qui repose, en tout cas qui reposerait, comme vous avez affirmé, qui reposerait à 90% sur le renseignement américain. Et comme vous le savez mieux que moi, les informations constituent l'élément fondamental en matière de sécurité. Et on ne peut les recueillir qu'à travers le renseignement. Maintenant, sauf erreur de ma part, je crois que le législateur a voté une loi, la loi de 2015 sur le renseignement. Donc, est-ce que si vraiment les intérêts politiques de la France, par vraie tendance, mais tendraient quand même à fusionner sur les intérêts européens, est-ce que c'est un questionnement en fait, est-ce que ça ne remettrait pas en cause le principe de la souveraineté nationale ou la sécurité nationale, parce que si on repose vraiment sur le renseignement états-unien. En tout cas, donc, ça m'interpelle parce que j'effectue des travaux de recherche sur la sécurité intérieure. En fait, bon, c'est vrai, c'est une étude comparative entre la France et Haïti avec un paysage, en tout cas, américain, parce que je suis d'origine haïtienne, donc ça m'intéresse d'avoir une idée beaucoup plus large. Merci. Peut-être que Joren, you will answer first, and after that, Noel will go through. Yeah. Well, the topic of the threat of Islamization, Islamic terrorism was mentioned here. Also the case of Turkey. And perhaps one thing that we haven't mentioned so far, because we both spoke about crisis at NATO, right? And we related this crisis to Donald Trump, to the Trump administration, but perhaps what we have overlooked, or perhaps what hasn't been in the minds of people clearly enough, that perhaps the greatest risk for NATO may well be in the coming years the presence of Turkey in NATO, and how we will handle the situation if Erdogan continues with this very aggressive policy that we now see in Azerbaijan, and potentially also in relation to Greece. How will the European nations react to that? How will we keep Turkey as a partner? So that may be a very serious risk to the future of NATO. The topic of Russia was mentioned, and here we will have to see how the situation in Belarus evolves. So far, protests have been peaceful, but the question comes up, what will happen if those protests one day become violent? How will the administration in Belarus react, and how will Russia react? Will Russia potentially send troops? Will we see a very similar scenario as what we have seen in Ukraine? Right. So those are definitely potential risks. At this point, we don't know how the situation will evolve, but that there is concern, I think there is no doubt about that. Sur la Russie, il y a beaucoup de coopération, mais Poutine ne facilite vraiment pas les choses, parce que on nous a dit qu'on l'avait beaucoup humilié parce qu'on avait méprisé les Russes. Bon, en réalité, il est quand même près de l'ancien régime, donc il n'a jamais accepté, et je comprends, l'écroulement de l'Empire soviétique. Il n'a jamais accepté. Donc il a une revanche à prendre. Et il ne nous aide pas beaucoup.
parce que l'affaire de la Crimée, c'était quand même pas absolument extraordinaire. L'affaire de la Géorgie, c'était pas extraordinaire. C'est vrai que les Européens ont suivi les Américains sur les sanctions, et le président de la République, Emmanuel Macron, qui avait d'assez mauvaises relations avec les Russes, essaye de renouer. Mais moi, je considère que la balle est un peu dans le camp des Russes. Il y avait d'ailleurs à une époque, Göring devait suivre ça, des liens au sein de l'OTAN. Il y avait chaque année un comité Russie-OTAN. Et tout s'est arrêté après l'Ukraine. Donc, je pense que le problème de l'Europe, et ça c'est une question de sécurité pour l'Europe, c'est qu'elle est entourée de chefs d'État ou de gouvernement qui ne rêvent que d'une chose, c'est rétablir leur empire. Il y a l'Empire ottoman, il y a l'Empire russe, donc il y a l'Empire chinois, et qui ont des visées expansionnistes et qui n'acceptent pas, comme d'ailleurs les Hongrois n'ont jamais accepté le traité de Trianon, ce que je comprends aussi. Donc, je crois que la Russie a toujours été partagée entre l'Asie et l'Europe. Hein, depuis, c'est un grand peuple, c'est une très grande littérature. Moi, j'ai une grand-mère russe, donc je connais un tout petit peu ce pays. Mais franchement, l'Europe aurait tout avantage à ce que les liens avec la Russie soient beaucoup plus apaisés. Mais ils ont fait une propagande en France via Russia Today sur les gilets jaunes, qui est quand même un problème de sécurité nationale pour nous. Vous aviez 24-24, la France à feu et à sang grâce à Russia Today et l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est un problème de sécurité nationale. Donc moi, je pense que la Russie a une vocation européenne, et même si elle se tourne vers la Chine, il faut se rassurer parce que c'est quand même sa grande rivale. Donc ce serait bien que les Européens aient des relations apaisées. Pour l'instant, c'est stand-still. On va voir ce que les Russes font sur la Biélorussie. Parce que là, il y a quand même un dictateur qui est là depuis très longtemps, qui a fait son temps. C'est terrible à dire, mais si le peuple biélorusse n'en veut pas, et moi je trouve remarquable que tous les ambassadeurs européens, plus l'ambassadeur américain, sur la grande place à Minsk, je ne sais pas comment s'appelle cette place, ils ont chacun dans leur langue, et il y avait l'anglais aussi, chacun dans leur langue, ils ont brandi un panneau avec dire « Nous sommes pour la liberté, donner la liberté au peuple ». C'est quand même assez beau. Donc, je pense que les Russes ont les moyens de faire des pas vers nous, mais on a une vocation historique d'entente avec les Russes. Alors, ça, c'est clair. Précisément, je vais compléter cette remarque et poser une question à Göring sur ce sujet. Moi, je me souviens, dans l'administration républicaine très antérieure, à l'époque du président Bush, fils, il y avait une relation particulière entre les États-Unis et la Russie. Condoleezza Rice était une spécialiste de la Russie. On sentait bien qu'il y avait un axe, et le président Bush le candidat Bush, avait été particulièrement briefé sur la relation avec, d'une part, la Russie et l'Europe de l'Est, aidée en cela un peu par le mentor de Condoleezza Rice, Madeleine Albright, voilà, il y avait un petit peu toute cette école américaine. Il y avait cette école américaine. Quel serait ou quel est l'état de la relation entre les États-Unis et la Russie? Parce que effectivement, Poutine, la Russie n'est pas rien. Or, on a le sentiment qu'elle a, en quelque sorte, un peu disparu. Elle s'est effacée, elle a cédé le pas à la Chine. Yeah, I think I can agree with you, Jean-Claude. I do recall perhaps a strategic error that was made during the Obama administration, when Obama at one point spoke about Russia as only a regional power, a power of regional importance only. And it was clear that this was perceived in Russia as deeply humiliating. I think that was very unwise of Obama to make. That was one of the few mistakes, I would say, of his presidency, because as Noel pointed out, this whole idea of empire is still so strong in Russia, and to then be confronted by an American president who points at you and he says, you know, you're only of regional importance, is unwise.
I would even be inclined to say that relations between the United States and Russia may potentially get worse under a Biden administration. We'll have to see. But again, much will depend on how the situation will evolve in Belarus, what the reaction of Russia will be. But overall, I think the old days, and here I agree with you, Jean-Claude, the old days when there was clearly mutual respect, so to speak, it will not be easy to go back to those days when Russia felt, it was taken seriously. It was treated with respect. And here I think the Americans did make mistakes. The American administration did make mistakes and will have some work to do. So I wouldn't blame Putin for everything that went wrong. I do feel also that there is some responsibility here also on the American side. On va prendre une... Ah oui. The question on intelligence sharing is a very good question. Il y a eu une époque, d'ailleurs Emmanuel Macron l'avait soutenu, l'idée d'une académie européenne du renseignement. Why is it that it never was a concrete project? Parce qu'on n'a pas confiance dans les Bulgares. Les Chypriotes, ils sont complètement russes. Les Polonais, les Portugais, ils sont chinois, comme les Grecs. Donc, on n'a pas trop confiance dans le renseignement européen. Il y a trop de liens souterrains entre des pays avec lesquels on n'a pas envie de partager des renseignements. C'est pourquoi on est totalement dépendant du renseignement américain. J'ajoute que la CNIL met tellement de bâtons dans les roues pour qu'on puisse collecter des renseignements que nous, Français, on est obligés d'acheter des renseignements aux États-Unis qui sont collectés en France. Donc, moi, j'ai été très favorable à une agence de renseignement européenne parce qu'on est tous utopistes, il faut l'être dans la vie, sans ça, c'est pas amusant. Mais ça se heurte quand même à un manque de fiabilité de certains États qui ont gardé des liens avec des pays qui ne veulent pas nécessairement du bien à l'Union européenne. Et je pense que si les Européens financent une agence de renseignement transatlantique, on pourrait faire quelque chose qui soit avec un certain nombre de pays qui figureraient avec des conditions, des conditionnalités dans cette agence transatlantique, qui serait un peu finalement la concrétisation de ce qui se passe aujourd'hui. Sauf qu'il y aurait un rééquilibrage du côté des Européens, parce que moi je trouve que le burden sharing, comme a dit Giran, ça date quand même de Kennedy en 1962, où il a commencé à dire il faut que les Européens contribuent à l'OTAN à due proportion de leur population, de leur PNB. Ça date donc depuis quelques années. Moi, je considère qu'à cet égard, les Américains ont raison. Jaron, do you have something? Do you want to? All I can say is that I completely agree. And that maybe what European politicians should increasingly do is also to become more creative about this 2% of GDP spending. And as Noel mentioned, let's not forget cybersecurity. And let's not forget to invest in that field. So it's not just about guns and airplanes. It's also really an increasing threat, and to be aware of the threats relating to cybersecurity. And it's clear that Europe has not invested enough in that field. So if somehow cybersecurity could be an area where the United States and European politicians find each other and find common ground, and where we see such a form of burden sharing, that could be actually a very creative way also to reboost NATO and to make it also an organization that is aware of very modern
threats that we face in our reality today. OK. On va prendre une dernière question parce qu'il est 18h30. Est-ce qu'il y a... Non? Oui. Est-ce que vous pensez qu'avec un nouveau président, si c'était Joe Biden, les sanctions que les Américains mettent à nos exportations pourraient être supprimées? That's what he said. Je pense que oui. Parce que les tarifs qui ont été imposés au Roquefort et un temps aux industries automobiles, aux vins, sont la réponse à la décision du panel de l'Organisation mondiale du commerce qui a condamné les Européens à verser 7,5 milliards, je ne sais plus si c'est des euros ou des dollars, aux Américains pour des aides illégales au regard des règles OMC. Donc, dans quelques temps, dans quelques semaines, vous aurez une décision OMC qui va donner raison à l'Europe. Et Biden a dit qu'il faut arrêter cette guerre. De toute façon, l'aéronautique, que ce soit Boeing ou Airbus, ils sont en grande difficulté pour des tas de raisons, et surtout les raisons du Covid. Donc, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui heurtera dans ces domaines économiques les Européens et les Américains, ces tarifs, que ce soit l'automobile, que ce soit l'aéronautique ou autre, c'est un boulevard pour les Chinois. Et ça, je crois que les dirigeants politiques au niveau transatlantique sont parfaitement au courant de ça. Et je pense que Biden, qui l'a dit, va arrêter la guerre commerciale, mais il ne va pas renoncer à défendre néanmoins les intérêts américains. D'ailleurs, c'est son rôle en tant que président des États-Unis, et ça devrait être le rôle des Européens de défendre leurs intérêts. Parce que ça, ce serait une bonne nouvelle aussi. Joren, would you like to react to that? I didn't get the question, but I assume it was relating to a potential trade war between the United States and Europe. Is that correct? About the sanctions. About the sanctions, yes. Would Biden stop the sanctions against Europe? I see. You know, he may well, as I mentioned earlier, I think Biden will profile himself if he were to be elected as kind of the anti-Trump. So he will, I think, in many cases, deliberately actually take actions to put an end to certain decisions that were taken by Trump. At the same time, I do want to also point out that Europe has not made trade relations with North America easy either. When I see at how difficult it was for the EU to establish a trade agreement with Canada, you know, of all nations with Canada, you would think it would be easy to achieve such a free trade agreement with Canada. And even with Canada, European nations caused so many complications and problems. And as Noel says, you know, if we do make it that complicated, then in a way we facilitate things for China. So I think it's really in the interest also of European nation states to show more flexibility here and to work on you know, trade agreements with Canada, of course, but also with the United States. And because if we're overly picky and we can't even have a trade agreement with Canada, again, ultimately, those who will win are the Chinese. When we should be very much, you know, aware of this. Avant de demander à chacun de mes panélistes une minute de conclusion, je voudrais peut-être rappeler, on a beaucoup, dans la perspective de l'élection présidentielle et de la politique étrangère entre les États-Unis et l'Europe, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la conviction que l'Europe ne compte que pour très peu. Il y a finalement deux axes qui apparaissent. La première, c'est que si nous avions une Europe plus assise, plus concentrée sur ses intérêts, sur son projet politique, elle existerait beaucoup plus aux yeux de ses partenaires, à commencer par les États-Unis. Ça, c'est le premier point. Et ça n'a l'air de rien, mais c'est essentiel dans la relation. On ne peut pas demander à l'autre de vous considérer si vous-même, vous ne vous considérez pas. La deuxième chose, nous avons, en tant qu'Européens, nous avons souvent des relations controversées ou discutées avec aussi bien la Chine que la Russie, que d'autres régions. On n'a pas parlé du reste du monde parce qu'il y a l'Inde, il y a l'Afrique, etc. Il y a l'Amérique latine.
Moi, je garde à l'esprit que malgré tout, et on dit souvent à nos interlocuteurs, si effectivement aujourd'hui nous avons des divergences dans la relation transatlantique, pour autant, nous entretenons, nous partageons avec l'Amérique du Nord, donc c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai aussi pour le Canada, quelque chose de beaucoup plus fort qui sont les valeurs démocratiques qu'on ne doit pas oublier dans les relations internationales, même si ça, on a le sentiment que tout ça ne compte pas. Mais oui, les valeurs démocratiques comptent. Oui, un certain nombre de règles comptent en matière de droits humains, de responsabilité sociale des différents acteurs. Ce sont des éléments qui sont centraux pour nos pays, en tout cas qui construisent nos sociétés. Il ne faut pas l'oublier. Et ça, on leur dit à nos interlocuteurs. Alors, évidemment, on a pu qu'effleurer un certain nombre de sujets et nous n'aurons la réponse que d'ici 4 à 5 semaines, voire un peu plus, si les choses devaient durer dans un sens ou dans un autre. Et j'aurai l'occasion de vous proposer de revenir, rediscuter de tout cela lorsque la nouvelle administration se sera installée, si vous le voulez bien, après le 20 janvier, puisque en toute hypothèse, c'est à partir du 20 janvier que nous aurons les premiers responsables, et notamment en matière de politique étrangère. Donc, je vous donne rendez-vous ici même ou en Californie avec un duplex avec Paris. Nous serons reçus très bien à Berkeley. Et avant de terminer, je voudrais vous laisser à chacun 1 minute pour pouvoir conclure ou nous dire ce que vous auriez souhaité nous dire sur cette question de la politique étrangère dans la relation transatlantique, politique étrangère américaine et européenne dans la relation transatlantique. Peut-être, on a commencé par Noël tout à l'heure, peut-être Joël va d'abord commencer, puis après on terminera par Paris. Yes, just to conclude, perhaps one topic we haven't discussed so far in the discussion that I would like to briefly mention. When it comes to transatlantic relations, the whole Black Lives Matter movement, the killing of George Floyd, and the impact this had all over Europe, right? And that showed to me that transatlantic relations, how important they are, and how much of an impact what happens in the United States still has today on European society, also on young Europeans, right? So that's something I would like to stress and us all to be aware of. When it comes to the elections, we've spoken about a likely change to come in November with a new administration. At the same time, I think we also realized that the old days of transatlantic relations, the old days won't come back. There is quite a number of challenges here. There's a lot of homework to be done, but it's clearly not only on the American side. It's an illusion to think that if Trump loses the election and Biden is elected as the new president, that all problems will be resolved and we go back to the way things were before. I think Europe itself has a lot of homework to be done. Europe has to show has to become more creative and more flexible. It has to be willing to invest more in transatlantic relations. And just to conclude, speaking from California, I do hope that if we have a new administration, that at one point I will see an official EU delegation here on the American West Coast. Because I feel it's so important not to forget that the United States, it's so much more than Washington, D.C. Thank you, Jean-Claude. Thank you. D'abord, je voudrais remercier Joren pour cet échange et Jean-Claude pour animer ce débat, parce que je pense pas pour moi, mais je pense qu'il est important de discuter de ces sujets, parce que c'est quand même notre avenir et des jeunes générations. Alors moi, je voudrais finir sur la culture, parce que je pense que l'opinion publique et la mentalité de la société et des jeunes en particulier, c'est ce qui façonne la façon dont on va vivre et dont on vit, et les relations transatlantiques tout particulièrement. Alors un point très positif, c'est qu'il y a de forts liens entre la jeunesse européenne et la jeunesse américaine. Ils ont des idéaux communs, c'est-à-dire une vision très mondialiste de la société, la diversité, les pays moins développés. Ça, je trouve que c'est très positif. Il y a aussi, en tous les cas en France,
Je pense que l'anti-américanisme qu'on connaissait dans les universités françaises, US Go Home, parce qu'à l'époque, on était un peu marxiste, enfin, moi, c'est un peu ma génération, ça, c'est fini. Et donc ça, c'est quand même, et d'ailleurs, parce que les jeunes qui font de bonnes études vont plutôt étudier aux États-Unis, ils rêvent d'étudier aux États-Unis, donc ça crée quand même des liens culturels forts. Et alors, un point un peu plus gris, c'est l'avenir de l'Europe. Moi, je trouve qu'on a beaucoup trop discrédité la valeur travail et la valeur ambition et la valeur production. Je crois que pour être membre d'une société, il faut chercher à faire des choses, il faut chercher à apporter sa pierre et à laisser quelque chose. Je peux dire ça à mon âge, parce que je réfléchis déjà, je ne crois pas que je vais laisser grand-chose, mais à ce que je peux apporter aux plus jeunes. Et je trouve qu'on est trop, je vais paraître peut-être beaucoup trop rétro, on est trop dans une société un peu de l'utopie, avec une hiérarchie des valeurs qui n'était pas du tout celle de ma génération. Et je pense que pour construire une société, il faut avoir envie de contribuer et pas seulement d'être contre. Et je trouve qu'on est d'une société du contre et qu'en Europe, on devient très obscurantiste, que ce soit sur les vaccins, que ce soit sur l'informatique et la technologie, ou que ce soit même sur l'industrie. Et ça, je trouve que c'est un danger pour l'identité européenne. Et je souhaite que cette relation transatlantique, elle permette de mettre un peu les pendules à l'heure, dans la mesure où le capitalisme américain n'est pas si attractif parce qu'il privilégie beaucoup trop une réussite purement financière. Et on le voit quand on voit des gens qui perdent leurs revenus et qui sont chassés de chez eux et qui doivent vivre dans leur voiture pendant plusieurs mois. Ça n'est pas acceptable. Mais de l'autre côté, la société européenne est devenue une société où les gens prennent beaucoup moins leurs responsabilités et ont beaucoup moins envie de contribuer. Et ça, c'est aussi mortel. Et je souhaite que cette relation transatlantique rééquilibre les choses et que les jeunes soient ambitieux, qu'ils aient envie au travail de réaliser quelque chose, d'inventer, etc. Il y en a qui le font, mais je pense que ce n'est pas dans l'ordre des priorités. Alors, planter des choux et des pâquerettes, c'est bien. Être végan, c'est sans doute formidable aussi. Bon, ce n'est pas mon cas, mais je n'ai rien contre ni pour. Mais je pense qu'il faut quand même penser à la construction en commun d'un édifice commun. Et ça ne se construit pas uniquement en étant contre. Et je crains que la société, en tous les cas la jeunesse européenne, soit un peu comme ça contre tout ce qui a l'air d'être une discipline collective. Et ça, je le regrette. Et pour finir, je dois dire que la seule fois que j'ai rencontré Biden en France, en 2013, c'est quand il est venu, c'était un déjeuner, bon, enfin bref, avec des journalistes. Moi, je ne suis pas journaliste, où j'étais. Et il avait une vision assez positive de la France, mais comme d'un vieux pays un peu conservateur, ce qu'il est. Mais ce qui était bien, c'est qu'il est venu à l'époque pour soutenir l'opération qui s'appelait Serval, qui s'appelle maintenant Barkhane. Et donc, c'est un signe que pour les relations transatlantiques, ben, il est prêt à travailler avec nous. Donc, good luck to Mr. Biden. J'espère. Si c'est Trump, je pense que ça va mettre en cause peut-être pas le leadership militaire américain, mais son leadership moral. Et ça, c'est peut-être plus grave. En tout état de cause, merci. Merci à vous deux. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, à France-Amérique, quelle que soit l'administration, nous poursuivrons ce que nous avons commencé à faire, c'est-à-dire à retravailler, recultiver la relation transatlantique. Nous remercions nos partenaires, dont l'Institut européen d'université de Berkeley, avec lesquels nous travaillons maintenant depuis un certain temps, qui nous reçoit aussi aux États-Unis. Nous remercions un certain nombre d'organisations, y compris parfois le ministère des Affaires étrangères, qui travaille complètement avec nous et qui est intéressé par cette réflexion, parce que précisément, nous sommes dans le temps moyen, nous n'avons pas d'échéance électorale ici, et nous sommes convaincus qu'il appartient à la société civile que nous représentons de nourrir cette relation transatlantique. Elle ne tombera pas du ciel. Merci beaucoup, et donc à la prochaine conférence au cours de cette campagne qui va durer, qui se terminera le 3 novembre. Et d'ailleurs, nous aurons le 5 novembre, nous aurons un panel sur le jour d'après où les résultats seront en principe tombés. Merci beaucoup.